Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du Seco. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi de fabuleuses personnes parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme un autre. Aujourd'hui est un jour complètement différent. J'ai devant moi plusieurs personnes qui vont nous faire la plus belle infopub que vous n'avez jamais vue de toute votre vie. Bienvenue à l'infopub du Seco avec... Florence Lafontaine. Yes, bonjour Florence Lafontaine, comment De tu vas retour. aujourd'hui? De retour après 2 semaines de pause. Ouais, retraite. Qu'est-ce que tu as fait pendant ta retraite? Non. Ah boy. Oh, on a fait des devoirs, on a chillé, on s'est rétabli d'un rhume. On a Un rhume? écouté les 2 derniers podcasts du Seco aussi. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que ton absence était difficile? Mon absence Ben non. était partielle parce qu'en vrai, j'étais derrière la console. Ah ouais, t'as jamais réellement quitté, t'étais derrière la caméra. On était en arrière-scène. En arrière On était en arrière-scène. Ça prend des bons techs, Mhm. comme toi. Ouais. Infopub de quoi, Florence, aujourd'hui? Le spectacle du Seco. Seco. C'est quoi ça, le concert du Seco? Ben, il y a plein de personnes qui font de la musique, qui sont à l'Université de Montréal, qui vont soumettre leurs œuvres et ensuite le SECO, avec leur rigoureux comité de sélection, vont trouver des compositions. On va pas créer une compétition, mais on trouver des créations fun, pertinentes et l'ont mis dans un concert. C'est ça! Ouais. Un concert qui va se dérouler le 23 mars prochain, ce samedi 23 mars. C'est à la salle Serge Garand. On va le répéter tout au long de l'émission. Appelez aussi si vous voulez des billets. Vous pouvez appeler le 10e appel, en fait, une paire de billets pour le concert Seco. 991-514. Non. Oui, c'est ça, précisément. Le 23 mars, 19h, à la salle Serge Garand de l'Université de Montréal. On a avec nous 2 compositeurs qui vont jouer à ce concert-là. J'ai nommé Laurent Pellerin ainsi que Émile Gingras-Terrien. Nos grands amis! On peut le dire, je pense. Je pense qu'on peut le dire. Bonjour à vous deux. Comment vous allez aujourd'hui? Émile. Yo, allô! Je vous vois de loin, mais je vous aime. Qu'est-ce qui se passe, Ça va Émile? super Pourquoi bien. t'es dans un compute? Ouais, moi, je suis dans le futur, en fait. Donc, je suis tellement dans le futur que je vois que ça va être un merveilleux concert et je participe au podcast malgré que je suis en Europe pour quelques mois. France. Ouh, Sherbrooke, France. Et moi, je suis ici avec les copains. Avec les copains au Québec, au Studio SF de Montréal. Bonsoir. Ah oui. En direct de Saint-Henri. En direct de Saint-Henri. La marche était belle dans Saint-Henri. Ouais, t'aimes ça, Saint-Henri? Ouais, j'aime bien. Moi, avant, j'habitais l'autre bord de l'autoroute, à NDG. Je traversais pas l'autoroute. Maintenant, je suis C'est pas vrai, au bord hein? de l'autoroute. Je C'était traverse vraiment pas l'autoroute. impossible. Il n'y avait pas de passage. Il y en avait un, peut-être. Ok, mais... d'accord, je l'ai d'accord, je déjà- J'ai comprends. déjà emprunté en vélo, mais très peu, tu sais. Très T'es peu déjà venu à dangereux. Saint-Henri me voir. Oui, Je suis résidente, quoi. oui, j'ai déjà visité. Oui. Mais avant toute chose, avant de commencer les festivités, Oui, j'aimerais bien faire un autre message parce que le Seco, écoute, ça explose en ce Bien moment. sûr, bien sûr. On sait plus comment suivre. Là. Ça blow Qu'est-ce up, qui se passe? comme ils disent. Ça blow up. Très difficile à nous suivre. Donc, une importante annonce de la plus haute importance. Le mardi 26 mars, ça c'est la semaine prochaine si vous écoutez en live avec nous autres. Le mardi 26 mars, on organise une visite du Centre de musique canadienne au Québec. C'est quoi ça, Laurent, le Centre de musique canadienne au Québec? C'est le CMCQ. Oui. Donc, on va faire une visite de ces lieux-là. C'est un lieu qui ramasse plein de partitions de compositeurs, compositrices qui en prend soin. C'est une institution super importante pour la musique contemporaine au Québec et au Canada qui roule sa bosse depuis maintes années, depuis très, très longtemps. Ils viennent de déménager dans de nouveaux locaux au 2150 rue Crescent à Montréal. Donc, on va aller visiter ces nouveaux locaux-là, rencontrer des gens qui travaillent là. C'est une très bonne occasion de rencontrer des
des bons amis qui s'occupent de partitions éventuellement. Postuler vos propres partitions aussi au CMC. Donc, c'est comme un centre d'archivage, dans le fond? C'est pas mal un centre d'archivage, ouais. Ils Ils archivent, mais ça, c'est important parce que tu sais, qu'est-ce qui se certainement. passe quand on n'archive pas, Laurent? Et ils s'en vont, ils se perdent. Ça part au vent. Ça part au vent. Ça brûle. Ça part au vent. Ça brûle part. tout de suite. Direct. Ah ouais, hein? C'est bien important d'archiver et de venir à la visite du CMC, sinon, c'est ça. Ah, il n'y a pas de cul après. Non. Non, CMC. Mais tu peux mettre un cul à tout pas mal, là, si tu veux. En effet, c'est Ouais. quelque chose qui peut être fait, mais Ouais. OK, c'est bon. Je connaissais pas l'info avant de le dire. Hein. Faut Non, pas mais l'écouter c'est trop. correct. C'est le C'est CMC le CMC au Québec, puisque ça appartient à Toronto, bien sûr, avant de venir... Comme toute bonne en tout cas, chose. Comme Drake. C'est assez d'histoire. C'est Drake. assez d'histoire pour The aujourd'hui. Weeknd. The Weeknd aussi. Ouais. Alors... OK. T'imagines, t'as deux jours de la semaine qui sont à Toronto. Chris, c'est beaucoup de... Ouais, c'est ça, t'as le week-end au complet. Ouais, non, c'est Oh, c'est ok. formidable. Ouais. C'était bon, ça. Non, faut que tu C'était te remettes bon. dans le bain, là. Émile, il est là avec nous Oui, aujourd'hui. ma là. Émile retraite est m'a rapide. ramolli un peu. Émile, il est allumé, là. Mais Émile, j'ai vraiment pas compris. Là, t'es dans un ordinateur. Tu m'as dit que t'étais où, là, présentement? Dans le futur. Non, mais c'est ça. Il est à je crois pas à Sherbrooke, ça, moi. France. Non, mais ça non plus, je crois pas à ça. Je suis en Autriche en ce moment. T'es en à Autriche? Innsbruck. My God. Qu'est-ce que tu fais là, Émile? Entouré des Alpes, quand même. Quand même, wow. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, Émile? En ce moment, j'ai 2 semaines de break, fait que je visite un peu l'Europe. Mais je suis à Strasbourg pour quelques mois pour finir mon bac. En fait, je fais une session à l'étranger à Strasbourg, au conservatoire. À la HERE, en fait, puis au conservatoire de Strasbourg. Cool. Fait que t'étudies la composition à Strasbourg. Ça se passe comment, ça? Ça se passe super bien. Les profs sont géniaux. Les profs sont super. Je m'ennuie beaucoup de mes amis, Oh. des gens autour de moi, mais ça reste une super expérience. Je pense que l'idée de faire un échange, surtout assez tôt dans son parcours académique, ça peut vraiment être quelque chose d'enrichissant. Et vraiment, juste les rencontres, puis aussi l'ouverture d'esprit que tu te crées un peu en voyant d'autres manières de faire, c'est vraiment pertinent. Question pour toi, Émile. On a assisté cette semaine, dans le cadre du cours d'analyse de musique du 20e siècle, à une conférence d'Anna Sokolovic qui notamment mentionné le fait que partir à l'étranger, là, toi, je suis conscient que ça fait pas plusieurs mois ni même quelques années que tu es parti, mais serais-tu d'avis que partir à l'étranger en tant que compositeur, créateur, ça te fait un peu renouer avec des racines internes que tu n'aurais peut-être pas pu identifier quand tu étais encore ici? Ouais, je pense que c'est dans la notion même du voyage, ça, puis surtout si t'es un artiste, compositeur, compositrice, souvent, je pense qu'il y a une partie de cette profession-là, ou du moins de ce travail-là qui est comme une écoute de soi, puis de ses sentiments, puis de ce que tu veux faire, puis c'est quelque chose, ça demande une sensibilité, puis le voyage t'amène cette sensibilité-là, cet écart-là avec ce que tu fais, même si c'est un voyage d'échange avec une université, t'as quand même cette espèce de distance-là que tu crées avec ton art, puis qu'est-ce que tu as vraiment le goût de faire, qu'est-ce qui te manque le plus. Je serais d'accord avec toi. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu sens que, parce que là, tu composes pendant cette session-là, c'est vraiment une session de création. Qu'est-ce que tu fais pendant cette session-là? Tu composes quoi en ce moment? Puis, est-ce que tu sens que ta démarche ou ton rythme ou ton flux créatif est différent là-bas que ce que tu aurais pu avoir ici? Ah, c'est fou. C'est tellement différent. Franchement, c'est même assez déroutant, un peu difficile même, je pense. Simplement de pas avoir, des fois on réalise pas à quel point on est attaché à notre matériel, mais aussi à notre cercle social, aux gens qui nous entourent, à notre routine. Briser ça, ça peut vraiment amener un choc. J'aime beaucoup quand même me retrouver dans des situations de composition tout seul, nouvelles. Ça fait du bien, ça enrichit certaines facettes de ce que je fais, sans rendre d'autres facettes de mon travail assez difficiles, je trouve. Justement, moi j'adore, je pense que c'est un peu la même chose pour beaucoup de gens, j'aimerais entendre Laurent là-dessus, mais la collaboration, c'est tellement une partie intégrante de mon travail, puis de travailler avec les interprètes ou avec les gens avec qui juste
même s'ils n'ont pas une part active dans l'interprétation de l'œuvre, juste dans la création ou n'importe quelle partie, c'est tellement important de sortir de son cercle social où il faut que tu rencontres des gens, mais il faut que tu dépends finalement des gens autour de toi pour survivre artistiquement. C'est vraiment difficile, c'est une position d'insécurité des fois, je pense. Puis je sais pas si on le réalise tout le temps quand on est chez soi. Je sais pas si Laurent, t'en penses quelque chose. Ouais, ben certainement la part de collaboration ou du moins de comme faire un peu sortir de notre propre petit monde personnel la création, tu sais, que ce soit dans un travail très personnel. Si mettons je ramène à mes trucs en ce moment à l'UDM où je fais pratiquement juste de l'acousmatique depuis 3 sessions maintenant. Puis donc c'est comme un travail très individuel, là. Je veux dire, on est quand même pris dans notre petit truc, mais la part juste, sans nécessairement que ce soit collaboratif, mais la part d'échange, que ce soit avec nos enseignants, avec nos collègues, avec des gens aussi qui sont pas du tout comme au courant de ce qui se passe, tu sais, que ce soit une copine, des amis, des parents, tu sais, tu fais part un peu, que ce soit d'une part conceptuelle ou d'autre part des écoutes ici et là, pour prendre du feedback, partager, puis non, c'est une part intégrante de la chose, je pense. Mm-hmm. Sans ça, je trouve que ça... Pas que c'est impossible, mais pour ma part, il y a eu plusieurs moments à travers mes sessions où est-ce que comme je stagnais, tu sais, par moi-même. Puis d'avoir eu accès à ces échanges-là avec enseignants, collègues, etc., encore une fois, ça permet comme de repartir la machine puis de se remotiver. Tu sais, c'est fou comment ça peut faire une différence, là, un 45 minutes, passer avec quelqu'un, d'échanger puis comme de brainstormer des trucs, ça te repart complètement concrètement, c'est arrivé cette semaine. Ouais. C'est ça. On est arrivé dans le cours oui, c'est après ça. plusieurs essais-erreurs, plusieurs heures sur ta composition. Ouais. Puis ça l'a débloqué en parlant. C'est ça. Là, c'est ça, dans mon cours projet, je suis avec Florence. Là, on est les deux, on est jumelés. Avec, vous êtes les deux? Oui, on est les deux. Dans le cours projet. Exact. Ah ben. Avec Anna Dallara. De même. On est de même. On est de même. Pas compliqué. Non, mais tu sais, c'est cool. C'est cool parce que justement, comme de fait, ça faisait plusieurs jours, voire à peu près 2 semaines où est-ce que j'essayais des trucs, la compo avançait pas, puis là, je me mettais à stresser, ultrason dans 4 semaines, qu'est-ce qu'on va donc 4 faire? 4 semaines. Ouais, effrayant, faut pas le dire trop. Non. Mais, donc, c'est ça, puis juste arrivé, puis j'ai quand même montré un peu mes genres d'exploration non concluantes à Florence et Anna, puis on a parlé de la chose, on a parlé de différentes choses, puis fait en sorte que le soir même, je veux dire, je suis resté au studio, puis direct, après avoir eu mon premier échange, mettons, officiel sur le fait d'avoir eu comme un gros blocage, puis d'avoir comme pris un petit peu d'input de leur part, moi, ça m'a donné un petit peu d'output. Tu voyez ce que je veux dire? Ah oui, on le voit. Ah oui. Ouais. Ouais. Mais c'est full intéressant et nécessaire la collaboration, puis je trouve que ça... Mais en même temps, ouais. C'est bien de collaborer, puis genre, moi, je voulais revenir aussi sur comme le voyage, qu'est-ce que ça l'apporte. Ça t'apporte aussi sûrement de la nostalgie, un peu de solitude, justement, ce recul. Puis là, tu peux réfléchir vraiment à qu'est-ce que la collaboration t'a apporté à Montréal. Est-ce que c'était plus avec des interprètes, des amis? Comme toi, vous deux, comment vous collaborez? C'est quoi? Est-ce que ça vous arrive souvent? Ouais, parce qu'on a des pratiques vraiment différentes. Là. Moi, je pense, moi et Laurent... ça m'intéresse de savoir plus sur vos manières de collaborer. C'est intéressant, je trouve. Ouais, mais tu as raison sur l'isolement, mais ça peut vraiment être aussi... En tout cas, je vais intégrer ça dans expliquer comment je travaille, mais je fais beaucoup de musique mixte, moi, puis souvent, je baigne dans une idée, en fait, vraiment longtemps. Donc, je suis dans la conceptualisation puis de l'idée de l'œuvre, contrairement à peut-être une pratique acousmatique où des fois, tu plonges direct dans le son. Puis tu trouves un peu ce que tu fais, ce qui n'est pas la pratique de tout le monde, c'est sûr, mais moi, je passe des heures à écrire, à refaire le même schéma, à trouver des idées de forme, à trouver des thématiques, une espèce de poésie dans la musique que je veux raconter. Et ça se fait c'est très solitaire comme processus. J'utilise beaucoup le même procédé d'échange que Laurent, c'est-à-dire que j'aime bien expliquer ce que je fais pour faire avancer aussi, puis essayer d'avoir une conversation. Je trouve que c'est vraiment utile. L'aspect de collaboration se fait plus tard pour moi, plus
avant la création, c'est sûr, je collabore dans la création, mais il y a comme l'élaboration du concept, de la forme, de la thématique, de certains enjeux que je veux amener. Et là, ensuite, j'intègre souvent quelqu'un, par exemple un interprète ou une interprète. Et là, on travaille ensemble plus le matériel musical de OK, ça va sonner comme ça. Souvent, en ce moment-là, je suis en train de composer une pièce pour trio, puis je sais pas encore qui va le jouer, mais je sais même pas encore quel instrument vraiment. C'est pas encore décidé, ça dépend des gens que je rencontre, puis des gens qui vont le jouer. C'est comme important cette partie-là. Mais la partie isolation se fait très bien. Wow. Puis quand tu composes sans connaître les instruments d'avance, comment est-ce que tu formalises tes idées avec justement comment tu trouves des idées qui peuvent s'appliquer à différents instruments? Ben c'est ça, c'est pour ça que je reste dans le vague, dans le flou en fait, jusqu'à temps que je travaille beaucoup avec l'improvisation, fait que c'est sûr que je cherche surtout plus un musicien tu sais, vraiment l'humain derrière l'instrument que le son de son instrument. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que je sache c'est quoi qui joue le musicien pour que je puisse l'intégrer, tu sais, vraiment plus formellement dans les partitions. Mais c'est juste avant ça, pour moi, la grosse partie de en fait, la partie de composition qui m'intéresse dans l'écriture d'une pièce, c'est la partie avant. Le matériau même de ce que l'interprète va jouer, ce que l'instrument va émettre comme son, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse presque le moins, finalement. C'est vraiment l'émotion que je dégage, être capable de communiquer cette information-là à la personne qui joue un instrument pour que cette personne-là communique cette émotion-là via son instrument, dans la forme que je lui ai donnée, dans l'émotion, l'histoire que je lui ai donnée. C'est bon, ça. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que j'ai entendu quelquefois certains de nos collègues à l'école s'exprimer sur le fait que c'était donc souvent trop technique puis trop comme... comment dire? La part d'émotivité que tu mentionnes là, on semble souvent la perdre ou du moins pas l'aborder en premier plan dans nos créations. La part d'émotivité, puis je veux dire la part qui est comme très personnelle aux créateurs, à la créatrice, puis aux interprètes ensuite. Là. Toi, tu sembles dire qu'il y a aussi cette part-là qui est autant importante, mais c'est vrai que pendant un certain temps, je veux dire, moi, pour ma part, dans le milieu académique, je sentais qu'il y avait peut-être même pas la place pour, dans une composition, arriver avec quelque chose qui était vraiment strictement personnel, tu sais, puis pas avoir de justification autre que, ben ça me fait triper, j'ai envie de le faire de cette manière-là. C'est peut-être comme esthétiquement ou techniquement questionnable, certes, ça peut toujours l'être, mais comme de mettre cette émotivité-là de l'avant, tu sais. Genre, c'est ça que je disais. Certains collègues qui, comme moi, disaient, ben voyons donc, tu sais, sont où les émotifs ici, là? Sont le monde qui ressemble de quoi? Ils sont là, tous en train de jouer sur leur bidou, là, dans leur sous-sol. Ils jouent tous de la guitare. Ben, de la guitare, ils jouent du synthé. Mais je veux pas généraliser pour dire que musique numérique ou juste le monde de la composition en général, de laquelle je ne connais pas grand-chose, on s'entend. Dire que c'est une gang d'insensibles, c'est pas le point. Mais je trouve que comme le mettre de l'avant, puis de le prendre comme étant vraiment l'essence même de la création, ce qui est toujours le cas, on s'entend, parce que tu peux pas partir de grand-chose d'autre. En fait, non, c'est faux. Non, moi, je pense vraiment que parfois, je pense que c'est vraiment valide de partir de quelque chose de complètement plastique et concret, puis de faire de la musique vraiment... genre, je veux dire, en électroacoustique, on en a plein là, d'exemples comme ça, genre le chemin de fer, là, puis tout le kit, là, je veux dire. Tu as de l'émotion. Mais, ouais. Non, mais je veux dire, c'est très concret. Mais il faut que l'émotion se trouve. C'est ça, il faut qu'à un moment donné, il y ait une vulnérabilité dans ta composition. Je pense que c'est important, puis c'est ce qui rend ça plein de personnalité aussi, parce que c'est comme ça que tu vas le vivre. Je pense que les deux peuvent cohabiter. Il peut très bien avoir une part de vulnérabilité, puis d'émotion dans ta création, et en plus être capable d'en parler, de l'expliquer avec un schème plus théorique, avec des idées plus structurantes, puis juste de parler vraiment de ta cuisine, comme ce qu'on fait beaucoup à l'école, parce qu'on parle vraiment à l'école puis dans les institutions, tu sais. Ouais. On parle vraiment de cuisine énormément, parce que c'est un peu ça le point dans le partage des connaissances, tu sais. Mais oui, je pense qu'il faut rappeler qu'on est des artistes en premier lieu, tu sais, puis que si ça part pas
du cœur, tu sais, mais ça, c'est ça. Ouais. Ça vaut plus ou moins quelque chose. Je Mais trouve quand je même pointe personne. Je trouve quand même que toute motivation à créer, c'est quand même valide. Même si c'est juste pour explorer un son, puis le démancher, puis faire une étude avec, c'est correct. Ben oui. Genre, je veux dire, je trouve que ça soit une motivation émotive, que ça soit une motivation, ça m'intéresse. Il faut dire, on rappelle, on est tous des étudiantes. Oui, là, oui. C'est comme Mais oui. On apprend nos chops, là, c'est un peu normal. On a ces frustrations-là de Mais des fois, tu veux faire quelque chose d'extra émotif, c'est correct. Puis des fois, on veut pleurer. Des fois, on veut pleurer. C'est correct. Est-ce que tu veux pleurer des fois? Dans l'exa, le soir. Ouais, tu veux pleurer des Rarement fois? dans l'exa. Dans l'exa, souvent, c'est plus crier. Ouais, hein? Ouais. Parce que les autres n'entendent pas. Non, exact. C'est un beau lieu d'isolement. Fait que tu peux rentrer, gueuler, partir, gueuler, faire jouer ta toune, gueuler. Ouais. Électrolab, difficile pleurer. Studio mixte. Émile, il est là tard le soir dans le studio mix. Bon, encore Laurent qui a pris l'espace. My God. Mon Dieu. Électrolab, moi, c'est celui que je fréquente le plus. Malheureusement, il y a comme... Ouais, heureusement, il y a des fenêtres. C'est magique. Ah il oui, y a des fenêtres dans ce studio en bas. Mais je veux dire, gros moment, criage, pleurage, émotion. Mais là, il y a des fenêtres. On peut se garder une petite gêne. Il y a beaucoup de monde qui regarde. Oui. Ça, c'est quand même de base. C'est une des premières choses que tu apprends quand tu arrives à la faculté. S'il y a des fenêtres, garde-toi une petite gêne. Ouais, garde-toi une petite gêne. Ils ont installé des rideaux récemment. Oh, ben ça, c'est un game changer. C'est des bons rideaux de théâtre, là, genre de l'épaisseur. Non, on parle d'un coupe-soleil classique. Là. De type neutre. De type neutre. D'entrée de gamme. Et puis toi, Laurent, tu présentes une pièce ce samedi au concert du SECO le 23 mars à 19h. À la salle Serge Garand. Tabarnouche, vous allez être là. Si vous vous êtes rendu jusque-là au podcast, parce que je pense que vous n'avez pas le choix de venir. Si vous appelez maintenant, on vous donne 2 paires de billets, entrée libre. Mais les billets sont dessus. Non, c'est un concert entrée libre. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. Chance, ça, j'ai dit à ma mère. Puis c'est où? C'est à la salle Serge Garand de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. C'est le B484. À Montréal. Prenez l'ascenseur du fond, montez d'un étage si vous étiez au 3e et vous arriverez directement. De toute façon, c'est très, très compliqué ça. Demandez au gardien. Laurent. Oui. Laurent. Tu vas faire une pièce qui s'appelle Réaction à vide. Oui. Toi, tu fais de l'acousmatique, qu'on m'a dit à l'oreille. L'acousmatique, donc on parle de musique fixe électroacoustique. Exact. Je ne me trompe pas. Sur support qui va être spatialisé en direct selon le dispositif auquel j'ai accès, qui va être une surprise. Non, tu le sais. On m'a dit, je sais pas. Peut-être c'est moi qui oublie. Attache-toi pas trop. Oui, exact. OK. Mais... mémoire sélective, de ma part. OK. Donc, Réaction à vide, une pièce où tu parles des étourneaux. Ben, tu parles pas, là, mais... Oui, donc, en fait, c'était pour trouver un titre, principalement, pour trouver un concept. Je m'étais fié à une lecture que j'étais en train de faire à ce moment-là, qui était de Konrad Lorenz, un des pères fondateurs de l'éthologie. Puis qui avait l'éthologie, définition un peu floue de ma part, mais qui va être l'étude des comportements animaux dans leur milieu naturel. Puis donc, le chercheur, Lorenz, avait à sa disposition tout plein d'animaux chez lui sur son terrain qui se promenaient. Comment ça? Il était, il tripait, je veux dire. Il habitait dans un zoo. Ouais, pas mal. Il y avait beaucoup d'affaires chez eux. Puis Grimby. il était même reconnu comme, il l'appelait l'homme aux oies, parce qu'il tripait sur les oies. C'était dans ses animaux favoris. Okay. Dans la couverture du roman aussi que j'avais, c'était comme lui, submergé dans un lac au cou, avec 2 oies à sa droite, à sa gauche, à sa droite, qui sont en train comme de jouer dans ses cheveux. Fait comme un beau petit cœur. J'adore. C'était cute. Ouais, d'ailleurs. Mais les swans. Mais donc, c'est ça. Puis l'affaire de l'étourneau, en fait, c'était simplement qu'il avait remarqué qu'il y avait un étourneau chez lui, un petit oiseau, donc, qui, dans son appartement, l'oiseau n'allait pas dehors, puis il n'avait jamais été en contact avec d'autres membres de son espèce. Oh. Et donc, cet oiseau-là, dans l'appartement, faisait des chasses complètement imaginaires, dans le sens où il n'y avait rien à chasser, il n'y avait pas d'insectes. Mais l'oiseau effectuait toutes les actions de la chasse, de l'envol jusqu'à la capture d'un insecte imaginaire, même la déglutition. Il est arrivé
Il en est arrivé jusque-là. Fait que c'est ce qu'il a nommé, du moins de cet exemple-là, la réaction à vide, qui est donc l'exécution d'un geste instinctif de l'oiseau, mais qui, l'oiseau, tu sais, je veux dire, il avait toujours été nourri, il avait jamais chassé, mais il y avait encore cette urge, je sais pas si c'est un anglicisme, mais cette urge d'effectuer ces mouvements-là, même s'il n'y avait pas à les faire pour son alimentation. Tu sais. Ouais, c'était purement un geste instinctif qui lui servait à rien, qui menait à rien. Et donc, c'est un geste dans inutile, mais nécessaire. Exact. Nécessaire juste comme de la même manière que, je sais pas, trouver un exemple chez les humains, mais il y en aurait certainement, tu sais. Faire un réflexe, genre se cacher la face, quelque chose arrive. Ouais, mais ça peut être pour te protéger de quelque chose, tu sais. Genre, ça peut être un réflexe qui, mettons, quelqu'un te fait le saut, puis tu recules en arrière, tu te mets les mains d'en face. Mais, ouais. Éprouver du stress. Oui. Regarde, tu vois, ça c'est bon, parce que tes études, ils vont pas te tuer. Non, mais possiblement, tu sais, je sais pas. Ouais. Je sais pas si ça peut s'appliquer directement, mais j'ai l'impression que ça se rapproche tout de même. Éprouver du stress pour des choses qui sont pas vraiment dangereuses pour nous, tu sais. Ou avoir la peau plissée quand on va dans le bain. Avoir la peau plissée. Ah, ça, je pense que c'est un excellent exemple. Mais mais en même temps, c'est pas un comportement. Non, c'est pas un comportement. Non, ça marche pas. Non, t'as raison. Mais écoutez, regarde, il doit exister des exemples chez les humains. Je sais pas s'il y a une section commentaires sur ce podcast. Tout à fait. Tout à fait. Un commentaire. Aidez-nous. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est pour le titre. Puis la pièce en soi aussi, c'était le trip que je voulais vivre dans cette pièce-là, c'était de faire un peu ça, tu sais, jouer les tourneaux, donc. Tuer les tourneaux? Non, pas tuer les tourneaux. Non, jouer. Tu es. Excuse-moi, non, c'est pas ça que j'ai dit. Hey. Laurent est vegan, pas des mots by dans la the way. Attention. Vegan temps partiel. Tuer! Ben non. donc la pièce a ces comportements-là. La pièce, ouais, ben c'était l'intention, encore une fois, parce qu'à l'écoute, ça peut être toujours un peu plus complexe de déceler les intentions de la personne qui compose, mais ouais, c'était de faire des comme genre de réaction à vide, donc de peut-être ouvrir des portes sans les franchir, donner un indice d'une certaine direction, puis là, tout à fait en prendre une autre. Le phénomène de la rupture un peu, puis de la... ouais, c'est ça, de la multiplicité. Une structure un peu comme... qu'on pourrait dire peut-être... Atypique, ouais, j'allais dire défaillante, mais je pense que... Défaillante? Défaillante dans le sens où elle a pas, tu sais, qui ne se tient pas, qui a pas comme d'assise solide, tu sais, je veux dire, on n'a pas vraiment comme de repères, de thèmes, de ici ou ça. C'est des déambulations. Un peu, je sais pas moi-même, on verra. Mais donc c'est ça, c'est de ça que je m'étais inspiré pour le titre et aussi une part du processus compositionnel. Ouais, dans les gestes, c'est ça. Il y avait aussi, ouais, certaines de mes matières sonores qui me rappelaient un peu quelque chose d'organique, d'animal. Il y avait des prises vocales de ma part, il y avait des prises de clarinette, puis il y avait des sons que j'avais fait sonner d'une certaine manière comme des animaux, puis j'étais comme, tu sais, c'est intéressant. C'est le fun de faire sonner des affaires comme des animaux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que c'est beaucoup des prises de son? Oui, en fait, jusqu'à cette session-ci, j'avais jamais travaillé avec la synthèse, moi. C'était exclusivement sur la prise de son. C'est le fun, la prise de son. Ouais, j'aimais beaucoup ça. C'est juste parce que je suis aussi complètement un moldu, pour reprendre un terme d'Harry Potter. J'étais complètement un moldu de la synthèse et donc un non-initié depuis... si je compare, mettons, à la pratique de plusieurs de mes collègues qui, eux, sont bien calés dans ça, puis qui s'y connaissent depuis plusieurs années, puis qui en font, qui en mangent, moi, c'était comme pas mon dada. Fait que là, j'étais arrivé, puis là, j'étais tellement fasciné initialement par la prise de son, puis par les possibilités que ça offrait au niveau compositionnel, en arrivant en musique numérique, que je comme continué dans cette voie-là, puis je me suis dit, je vais essayer de pousser ça le plus loin possible avant de... Est-ce que tergiverser? Avant de quoi? Ouais, de tergiverser. Ah, d'accord. De fucking... c'est quoi la prochaine étape? The next step, c'est ça. Non, mais c'est ça. Things coming. Voilà, fait que oui, juste la prise de son. Juste la prise de son, c'est une... Peut-être un petit peu d'échantillonnage aussi, ça m'arrive. Juste quand j'ai des petits coups de cœur, des petits genre... on va prendre ça. Mais ça m'étonne que tu dises que tu n'as pas fait de synthèse parce que tu es un grand producer.
Ah, on Tu es va en parler. un producer à succès. Ben, ouais, hors de l'académie, c'est vrai. Ben oui, mais Des écoute, affaires. les tunes que tu as produites me font hisser le poil du dos. C'est le poil du dos. Ben, je dirais ça. c'est J'irais fort, jusque-là, Mhm. Laurent. Ouais, merci. Ben oui, Vraiment. vous avez un projet, oui, vous avez un projet, les deux. Oui, Feu projet. oui, feu projet. Comment ça s'appelle, ce projet. projet-là? Dans le fond- Ouais, vas-y. Non, tu commences avec un Ah, y a pas de malaise. autant, On fait. Zéro malaise. Florence et moi avons fait partie d'un collectif pendant près de 4 ans. On était 5 copains qui, en genre 2019-2020, se sont dit « Hey, vous savez quoi? On se fait de quoi ensemble? » Tout le monde dit « Ben ouais, on se fait de quoi? » Fait qu'on s'est regroupés, on s'est dit « On va s'appeler The Living Room. » C'est ça, The Là, Living là, Room. je synthétise. Là, TLR. c'est vraiment, je fais ça rapide, mais ouais. Donc, The Living Room, TLR, c'est le nom qu'on a BMR. donné au collectif. On était des gens qui faisaient de la production musicale sur ordinateur, des instrumentistes, des chanteurs, chanteuses, écrivains, écrivaines, ben, de paroles. Tu sais, on s'entend le parolier, c'est Ouais. peut-être plus juste. Puis donc, c'est ça. On s'est dit, ben pourquoi pas, on se retrouve. Puis on a fait ça pendant plusieurs années. On a sorti... C'était pas toujours des pièces qui étaient faites par les 5 membres. À vrai dire, c'est arrivé à 2 ou 3 reprises qu'on a eu vraiment des pièces parues sur les multiples réseaux. Des monoplages, tout le monde. Ouais, exact. Des monoplages dans lesquels participait tout le monde. Donc, c'était vraiment plus des petites collaborations entre nous, puis plus le fait d'instaurer un espace un peu, pas nécessairement hermétique, mais tu sais, où est-ce que comme Ouais. on travaillait à développer notre complicité entre musiciens pour faire naître des choses. Puis je pense que sur 4 ans, on a sorti près de 80-90 Ouais. chansons Oh. avant de sortir, je veux dire Oh, communément, là, à My God. 5 Mais personnes. écoute, c'était aussi, je veux dire, un moment dans nos vies où est-ce que, bon, on est enfermé. C'était cette grande période où est-ce qu'on est enfermé dans nos maisons et qu'on fait beaucoup de musique. Mm. Et aussi, c'était, j'ai envie de dire, oui, c'est un groupe d'amis en premier, mais c'était aussi un groupe d'entraide à la sortie de musique. Là, on avait plein de personnes pour s'aider à produire, à mixer. Oui. On avait Jay qui était vraiment beaucoup sur notre comment on dit, là, publier des chansons, là. Ben, le côté plus comme Promo. technique, administrative, Technique, diffusion. administration, diffusion, c'est ça, je cherchais, Ouais, diffusion. Fait qu'on avait des trucs qui étaient déjà dans nos ordinateurs, qu'on avait réfléchi, mais là, d'avoir ce cercle-là de gens qui sont très motivés. On était aussi pas à Montréal, donc on était en Estrie. Ouais. Puis, c'est ça. On a sensiblement toute la même âge, fait qu'on a juste... Ben oui, donc un projet, Ouais. qualifieriez-vous ça de hip-hop? Il y a eu différentes... On est des eras. On est nos Non, eras. mais non, mais c'est un peu hip-hop. c'est dur à dire. Par exemple, si on prend l'exemple de... Je pense à quoi Alexis référait au départ. L'album qu'on a sorti... On a sorti un album, Les 5 ensemble, à l'automne. The Qui était Living Room. Ouais, Ah, The j'avais jamais vu qu'il y avait un Living jeu de mots. Mais oui, c'est exactement Ouais, ça, C'est- c'est nous qui étions en call Zoom, qui était un peu tanné, qui s'est dit, OK, il faut trouver un nom, puis il faut trouver un sortir nom. ça, puis il faut se séparer. Puis Comme a on rigolé. appelle ça. Mais c'est ça, parce The que Living Room. Ouais. cet album-là marque également la fin du projet. Ouais. C'est exactement ça. C'était Ouais. comme notre Living premier Room. et dernier album de Ouais. collectif. Puis, Écoute, il y a donc, des c'est ça, bonnes tunes Alexis là-dessus, dit hip-hop. Il y a plusieurs tunes là-dedans que moi, je dirais qui sont plus du côté... Ça, c'est hip-hop. Cette tune-là est bonne. 5 places. Produit par Laurent. Un beau moment de podcast. Mais Fait que- oui, allez voir ça, Living Room. Je crois que c'était son pire cauchemar qu'on vient de faire. Ben, disons, je m'attendais pas à celle-là, tu sais, à genre 20 minutes. Excusez. Non, c'est bien c'est correct, bon, c'est c'est bien bon. correct. Mais il y avait beaucoup d'influences hip-hop. On est des gens qui aiment beaucoup le rap. Il y avait de l'influence aussi beaucoup de R&B, de soul, il y a des gens qui aimaient beaucoup ça. Puis c'est vraiment, il y a des productions qui sont éclectiques, super le fun. On voit aussi dans la discographie du collectif que ça commence de manière très hip-hop et que après ça prend un côté plus So, individuel. Individuel. On garde peut-être plus notre sauce à nous, je veux dire. Puis on voit aussi, je trouve, l'influence électroacoustique qui se faufile dans nos productions vers la fin, je trouve. Parce que on a commencé ça, on était étudiants
au cégep en musique, en jazz. Oh, le Et jazz. ensuite, on est allé à l'UDM, pour la plupart en composition mixte et en musique numérique. On se suit de proche. Oui. Mais c'est Ça ça. paraît sur les chansons. Beaucoup de cook dans la cuisine sur ces chansons. Les dernières tracks, c'est juste des sons de train puis de roche, c'est malade. Ouais. Que des sons de porte. Fait une étude Avec au des train, gens qui ouais. chantent des Hey, run R&B. je pense que c'est le temps. Je pense que c'est le temps qu'on arrête le projet. Là. Ouais. C'est juste des sons de porte. C'est qu'on juste fait, des sons de puis, porte et de soupirs d'homme seul. À un moment donné, on s'est dit, c'est terminé. C'est malade. Mais non. Ben oui, allez voir ça, The Living Room. The living room, mais oui. And we left, puis c'est terminé. Fait que là, moi, puis là, on fait... tout le monde fait ses propres affaires, puis c'est beau de garder un studio quand même avec tout ce beau monde-là, de voir les gens continuer dans leur voie artistique et musicale, puis de voir les beaux projets qui sortent, puis ouais. Fait que c'est ça. On a terminé notre projet, mais on continue de partager nos vies. Génial. Ouais. Une vie, ben oui, la vie continue. La vie continue. La vie doit continuer, Exactement. comme celle de Émile. Qui nous rejoint de Sherbrooke, Autriche. Sherbrooke, Autriche, mais là, il y a comme un C'est détail. parti de Sherbrooke, France, à Sherbrooke, à la Ben, c'est parce vraie qu'il ville. voyage vite, là. En 2 semaines, il faut qu'il voit du pays. Je suis désolée, c'est juste que j'ai pas compris ce qu'il a dit au début, mais je pense que c'est Eastbrook. Je pense pas. Non. Mais, Excusez. mais toi, Émile, t'es donc pas à Montréal, mais là, sur le programme, on dit que t'es au show la semaine prochaine. Mais comment tu vas faire ça, mon Ouais. beau Émile? Ben, je serai omnipotent. Ah, Je alright. serai partout à la fois. Omnipotent là. Mais ou non, dans- Omnipotent, là. je Ouais. suis pas Très omnipotent, bon. là, ouais. Excusez. Ouais, non, en fait, je présente au concert le 23 mars à la salle Serge Garand B484 à l'Université de Montréal. Montréal. Je présente une vidéo musique, en fait, que j'ai fait l'an passé, dans la dernière année, je dirais. Donc, c'est une pièce que j'ai réalisée avec Thomas Gauthier-Lang, un super saxophoniste, un des meilleurs à Montréal, sans vouloir... j'ai beaucoup de love pour les saxophonistes. Ouais, donc on a créé cette pièce-là qui a vraiment été longue, là, qui a pris plusieurs mois de conceptualisation, plusieurs mois de création, puis ensuite plusieurs mois de montage, parce que c'est une vidéo musique, donc beaucoup de films. J'ai beaucoup filmé et j'ai beaucoup fait de montage après. Fait que ça a pris plus d'1 an finalement avant de sortir. OK. Et là, c'est la première fois en fait que je le réalise, en première fois en fait que je peux la présenter en concert parce que ça ne donnait pas. Puis je suis pas là, mais je vais faire un petit code QR là, pour avoir du feedback à la fin du. OK. Donc, on met un code QR de toi à la fin du show. Dans le qui fond, c'est mène le vers- lien direct vers un appel Messenger. Vers un vidéo. appel Messenger, ouais. Ouais, OK. c'est ça. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais, c'est une très belle idée. Il va être Un rendu groupe Discord, 11h30. ouais. Puis toi, j'ai entendu que t'aimais les saisons. J'ai entendu que t'es un grand fan des saisons, mais particulièrement une. C'est laquelle? Ouais, donc la pièce parle beaucoup d'automne. Ok. Je suis toujours attiré vers les saisons. Ah oui? Je pense que je suis quelqu'un de sensible. Je suis quelqu'un de sensible aux saisons. Quelqu'un de saisonnier. Je sais pas si c'est pour vous comme ça, mais moi, tu sais, mettons, l'hiver, je crash. L'automne, c'est comme vraiment un peu beaucoup de réflexion par rapport à moi-même. Puis, fait que c'est vraiment comme dépendant de l'année. Je suis vraiment Ben oui, t'es dans différent. mes états. Mais ouais, puis cette pièce-là parle de l'automne. Puis tu lis même un poème de toi dans le film, qui est un super beau poème qui parle de l'automne, de la mort aussi, je pense. Ben, ouais, en fait, pour expliquer un peu, Ouais. si on veut prendre un peu de temps, là, pour expliquer un peu la pièce s'appelle Aleph Nol, qui est un peu, je pense que c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Et en mathématiques, en fait, quand je disais que je parle beaucoup de concepts, puis je les élabore, mais ça partait d'un concept mathématique à la base, qui est un concept sur l'infini, puis la vision de l'infini, qui est vraiment fascinante. En fait, c'est une théorie dans les années 1900 qui a été élaborée pour découvrir en fait qu'il y a plusieurs tailles d'infini entre l'infini de moins infini à plus infini, qui est comme plus petite
ironiquement, que l'infini entre 2 points finis. Donc, entre 0 et 1, les décimales, t'en as plus. Même s'ils sont infinis, t'en as plus que dans moins infini à infini. C'est un peu contre-intuitif, mais donc ce paradoxe-là, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très poétique. Alors j'ai vraiment comme écrit là-dessus, puis comment ça me faisait sentir, en fait, ce principe-là. Puis je suis arrivé un peu finalement avec cette pièce-là qui parle de l'idée de la métaphore de cette mathématique-là, qui est finalement que entre deux points finis, la fluidité, un peu donc l'émotion, quelque chose qui est incompréhensible, qu'on peut pas pointer du doigt, est plus grande que une espèce d'infini qu'on peut cadrer avec des mots, avec des gestes et tout ça. Donc, il y avait comme quelque chose juste de la poésie avec la mort, puis le geste de la mort qui semblait évident avec ça. Et ça s'est juste retrouvé un peu que j'ai écrit cette pièce-là en automne. Puis dans les Laurentides, c'est juste beaucoup trop beau, l'automne. Je vais là à chaque année, moi, en tout cas. Les couleurs. Ah, c'est magnifique. Ben oui, donc dans cette vidéo musique-là, tu utilises de cette couleur-là de l'automne, le orange est omniprésent. Puis c'est des prises vidéo de la forêt, finalement. À ce moment-là. Beaucoup de choses, beaucoup de prises de vidéos de la forêt. J'ai fait un gros shooting. D'ailleurs, je voudrais, avec des amis à moi, Nicolas Lopez, José Gabriel Bazan-Gauthier, qui est un de mes collègues de toujours. Et Nicolas, sur son nom de famille, je vais le retrouver. Je suis pas bon avec les noms. Il travaille avec plusieurs Nicolas. Et donc, c'est son aller faire des shootings en forêt de nuit, monter une montagne avec genre 15 000 $ de gear. Puis comme aller faire des shootings en forêt avec des lampes, c'était toute une expérience. Puis ça a vraiment donné du beau matériel. Vraiment. Très cool. Absolument cool. On a hâte de voir ça le 23 mars à la salle Serge Caron. Mais c'est à quelle heure? Je me souviens plus. Bon, ça, on l'a pas dit, tu vois. Retournez au début de la vidéo pour savoir c'est quelle heure. 19h, ok, 19h. Ça va, Laurent? 19h. 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 Very cool. On peut dire le fuseau horaire aussi, juste pour être sûr que Montréal. Les gens ils soient. Oui. Montréal. Québec. Complètement Montréal. Pas Montréal-Autriche, là. Non. J'aurais aimé ça aussi juste avant de finir. Émile, parler de ton beau projet Yamkai que tu as avec José Gabriel aussi. Parce que Yamkai, c'est un... Pardon? Quoi? Non, c'est un crossover avec l'épisode du podcast. Oui, avec Guy. On en a parlé avec Guy un peu. Ouais. Mais donc, t'as un band, toi? J'ai un band, donc avec mon ami, c'est ça, José Gabriel, qui m'a aidé dans la réalisation un peu de Aleph Null, mais avec qui en fait je fais un échange en ce moment. Donc je vis avec lui à Strasbourg en ce moment. Et c'est un ami, un collègue extraordinaire. Et on a ce genre de projet-là qui est tout le temps en changement, où nos rôles sont un peu indéfinis, mais on travaille avec plein de gens. Dont on a travaillé avec Guy Lavoie, qui est comme, quand je parlais de saxophoniste à Montréal, on a les meilleurs. Ils sont tous cool. Ils sont tous vraiment le fun, les saxophonistes. Laurent qui est saxophoniste. Laurent, c'est ça, je suis genre. C'est vrai, des saxophonistes, mais je pense pas que j'ai déjà vu jouer. À Ultrason. En musique visuelle, tu m'as vu jouer une fois mon projet final. Ah ouais, c'était malade. C'était... Ouais, j'étais plus saxophoniste que je le suis aujourd'hui, mais c'est pas un instrument que tu as envie de perdre. Quand tu as commencé à jouer ça, c'est genre d'affaires, tu te dis, oh là. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo. Ouais. C'est comme le vélo ou le ski, tu sais. Tu peux bien arrêter, arrêter pendant une couple d'années, ou sentir que tu es moins proche du truc, mais il faut que tu rembarques dessus. Tu dis, ouais, c'était pour ça. C'est pour ça que j'étais là. Tu penses que ça fait ça avec le ski? Parce que j'avais peur, là, je pensais aller skier, genre. T'inquiète, le ski, là, ça se reprend de même. Ouais, exact. 2 anciens moniteurs de ski devant toi en ce moment. Ouais. 2 anciens moniteurs de ski. Vous croyez en moi? Ouais. N'aie pas peur, Émile. J'ai peur de me péter la gueule. Okay. Double losange noir en premier, là. T'es correct.
Je me demande si les cotes sont les mêmes en Europe. Tu sais, je veux dire, les ronds verts, carré bleu, losange, double losange, triple losange. C'est sûr qu'entre le Mont Saint-Bruno puis les Alpes autrichiennes, je pense France, qu'il doit avoir un petit, petit changement. En termes de... En termes de grandeur, en termes de... Mais en termes d'oblicité. Ouais. Mais est-ce que les losanges, c'est en genre metric system ou c'est comme en impérial? Genre, Non, c'est un code à part. Je pense que la raid est un peu plus... Je pense que la raid devait être un peu plus longue dans les Alpes. J'ai un feeling. Peut-être. J'ai un feeling, mais je crois que c'est... Ouais. Je pense que c'est quand même universel. Bon, ben, c'est universel. L'escalade, c'est pas pareil non plus, tu sais, les codes en Amérique, puis les codes de bloc versus les codes de voix, puis les codes intérieurs, puis les codes extérieurs. Tu connais des choses là-dessus, toi. C'est universel, vous l'aurez appris au podcast du SECO. Ou laissez un commentaire pour nous corriger. Ben, absolument, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Taguez vos amis qui s'y connaissent en piste de ski. Tu vas aller où, Émile, en ski? En fait, Innsbruck, c'est entouré des Alpes, donc je vais choisir laquelle. Tu as le choix en masse. Désolé. C'est vrai qu'à Sherbrooke, il y a pas mal de montagnes autour. C'est vrai? En fait, tu peux skier dans les ciboires. Il y en a un nouveau à Saint-Henri. Nice. Ah, ça doit être beau. Un nouveau à Montréal puis un à Québec. Hey, wow. C'est insane. Ah, c'est super. Wow. Fait que beaucoup de ski pour toi, Émile. Sponsored par le ciboire. Ah, ça serait vraiment le fun. Prochain épisode, je pense. Prochain épisode. Please. Tout à fait. Laurent, toi? Oui. Ben, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on surveille? Est-ce qu'on a du pain sur la planche de ton bord? Ben, tu fais un concert samedi prochain, je pense. Je pense, oui. J'ai été convoqué à un concert samedi, le 23. Ah ouais, c'est quoi le concert? Ok, oui. Je joue à la salle Serge Garand. Très bien. Ah, c'est au 200... Non, je vais te reprendre ici. C'est le B484. Moi, j'avais donné 200 avenue Vincent Dédy à Montréal. Mais à part de ça, à part ce magnifique concert, est-ce qu'on a des... Qu'est-ce qui occupe ta vie? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2024? Pour 2024? Moi, vous voyez, il y avait une chose que je ressentais au Saint-TLR. Si je peux faire une petite parenthèse. Believe in rules. Drag that name. Non, mais il y avait quelque chose que je ressentais personnellement à plusieurs moments en étant au sein du collectif, qui était que je ressentais comme si, étant donné que j'étais musicien et que je me déclarais musicien, il fallait impérativement que je sois actif dans mes sorties de musique. Qu'il fallait que je sois là, puis que une ou plusieurs fois par année, les gens sachent que je suis musicien actif, puis que je leur donne du matériel. Que ce soit, tu sais, dans le monde plus populaire, ce serait, tu sais, des singles, des EP, des whatever. Tu sais, leur faire comprendre que je suis là, puis j'en fais de la musique. C'était une idée qui parfois me tracassait, puis qui me semblait mettre un peu de pression, surtout dans les mois les plus sombres de la COVID, où est-ce que je savais pas du tout où est-ce que j'en étais personnellement, puis je sentais que sortir de la musique, c'était affirmer quelque chose, puis vraiment comme une... comment dire? Ben surtout, quand je dis sortir de la musique, je parle vraiment plus spécifiquement de la musique sur les réseaux comme Spotify, Apple Music, etc. Puis encore là, plus de répertoire populaire, disons, mais pour le futur, moi, je sais pas en fait, parce qu'il y a ça qui toujours m'est resté en tête, puis de me dire, c'est quoi l'approche que je veux prendre avec ça? Est-ce que je vais finir par moins m'en faire, puis je vais me dire, ben, si t'as du stock, sors-le donc, tu sais. Tant qu'à en avoir, sors-le. Parce que mon intention est de continuer à faire de la musique quand j'aurai terminé mon bac. Je ferai pas de maîtrise tout de suite. C'est quand tu finis ton bac? 2 sessions, donc à l'hiver 2025. Oui. Dans un an. Dans un an, exact, ouais. C'est ça. Puis donc, je compte continuer à faire de la musique, de mon côté aussi. Pour les sorties, je sais pas, tu sais. Je veux dire, je pense que ça pourrait être tout aussi judicieux de prendre une petite step en arrière, tu sais, collectionner des genres de petites tentatives à gauche, à droite, puis... Oui, donc moins de pression, moins de sorties de musique, puis plus de sorties peut-être au spa. Oh, c'est bon. Là-dessus, c'est un excellent point. Ben oui, on va te le souhaiter. Ben oui. Et toi, Émile, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024? De pas trop me péter la gueule en ski demain si j'y vais. C'est demain même. Tu perds pas de temps. Okay. Tu y vas demain? OK. Ben, je suis juste quelques jours ici, donc oui. Excellent.
Sinon, on me souhaite qu'il y ait des gens qui viennent au concert du Seco, parce que ça va être vraiment cool. Puis pour toutes les pièces, je pense que ça va être vraiment une belle soirée. Il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de travail dans leur création. C'est toujours une expérience, en fait, je pense, d'aller voir ça. Surtout les concerts du Seco, c'est tellement varié. Tu vas avoir des pièces instrumentales, d'autres mix, d'autres vidéos musique, avec le compositeur qui prend même pas la peine de se pointer à son concert. Classique. C'est les meilleurs. Il y a vraiment comme... C'est comme un genre de buffet, mais comme où tu t'as pas mal au ventre après. T'es juste dans un buffet, t'es comme, wow, j'ai vu plein d'affaires, puis ça j'ai plus aimé, ça j'ai moins aimé, mais comme, t'as quand même vu tout. C'est très beau, un très beau mot de fin. Merci beaucoup. Nice. À Est-ce vous que deux. moi aussi, je peux remercier le Seco, vous deux personnellement, Alexis, Florence. Je veux dire, ils font du travail inouï depuis jour 1. Ils reçoivent du monde ici, ils mettent du temps, ils mettent des efforts. Je pense pas qu'ils reçoivent beaucoup d'autres que juste la reconnaissance des pairs puis leur propre motivation à continuer à le faire. Fait que moi, je tiens à vous remercier, la gang. C'est gentil. Vous le faites Miroir. Ah oui. Vraiment Merci contente. beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Florence Lafontaine. Florence Lafontaine, oui. Oui, c'est on mon se nom. voit samedi, sans faute, et mardi, le 26, à la visite du CMC, Oui. à 2h. CMCQ. Merci. CMCQ, merci, au revoir, bye bye. Bye bye.